Ce matin, dans la chronique économique, on parle toujours du coronavirus et le ralentissement de la croissance économique. François-Xavier Noumon, bonjour. Bonjour Stanislas à moi, bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout au Bénin et dans le monde. C'est ça. Alors, le mal, il sévit depuis fin 2019 déjà. Ça gagne du terrain de plus en plus. Et ce matin, vous avez décidé d'en parler dans la chronique éco. Oui, décidé simplement parce que ça s'impose de plus en plus. Ouais. Il y a le spectre du ralentissement de la croissance économique, simplement parce que on va parler du continent africain parce que ça nous concerne, c'est ce qui nous concerne très directement. À la date d'hier, avec le cas du Bénin en plus et ceux déclarés en Côte d'Ivoire, on est en tout et pour tout à 362 cas dans 28 pays africains, avec à la clé 9 décès pour l'instant. Donc disons, c'est la cartographie de cette pandémie sur le continent africain. Donc 28 pays sur une cinquantaine, avec l'impact de ce qui se passe sur les autres continents. On pouvait se douter simplement que l'économie allait prendre un coup, parce que pour dépeindre un bref tableau de ce qui se passe en ce moment, on va dire que les chaînes d'approvisionnement sont pratiquement en rupture. Ça veut dire que les flux logistiques sont arrêtés. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Ça veut dire que beaucoup d'hommes d'affaires, par exemple, ont renoncé à aller en Chine, par exemple, pour faire de l'importation. Les matières premières circulent un peu moins qu'avant, simplement parce que il y a moins de bateaux sur les routes, sur les routes maritimes. Ouais. Donc la logistique est à la traîne, est pratiquement à l'arrêt dans certaines parties du monde. Donc pour des pays comme le nôtre qui dépendent de leurs matières premières, pour l'Afrique subsaharienne, évidemment que ça aura un coût direct sur notre produit intérieur brut. Hier, la Commission économique pour l'Afrique a avancé quelques chiffres. C'est-à-dire que la croissance économique du continent africain dans son ensemble pourrait plonger à 1%, de 3,2% à 1%. Mais quand on dit cela, il y a des réalités disparates. Les prévisions du Bénin étaient autour de 7% pour cette année 2020. Il va de soi que si cette pandémie perdure, forcément cette croissance économique sera impactée. Donc tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, on parle déjà de la chute du prix du pétrole. Et ça, c'est on peut déjà parler d'une catastrophe avant l'heure, simplement parce que ça va impacter directement notre vie au quotidien, sans parler de ce que l'économie nigériane pourrait plonger, parce qu'on l'a vu, pourrait replonger. On l'a vu il y a quelques 2 ans ou 3 ans dans un contexte similaire, moins la pandémie, mais les prix du pétrole avaient plongé, et ça a eu un impact direct sur la monnaie nigériane. Donc si vous parlez du Nigeria, vous pourrez parler de l'Angola, du Congo-Brazzaville, qui est déjà dans un contexte économique délicat. Vous pourrez parler de l'Algérie, vous pouvez parler de tous ces pays exportateurs nets de pétrole et de gaz par ailleurs. Donc une chute du prix du pétrole pourrait venir impacter directement le panier de la ménagère. Et les prévisions de la Commission économique pour l'Afrique laissent présager qu'en cas de persistance de ce virus, simplement le produit intérieur brut du continent serait divisé par 2. Et quand vous y pensez, ça fait un peu peur, simplement parce que la plupart de ces pays sont des pays moins avancés, et si déjà le produit intérieur brut se trouve impacté de moitié, rogné de moitié, ça laisse présager de réelles difficultés pour les mois à venir. Et comment cela se traduit? Tout à l'heure, je parlais
de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que les flux entre les différents pays, les pays importateurs ou exportateurs, ça va dans les deux sens, s'en trouve fortement ralenti. Concrètement, ça veut dire qu'il y a moins de devises qui rentrent. Évidemment, en plus de l'effort qui sera demandé pour faire face à ce virus, il y a c'est un mélange qui impactera de façon directe et plutôt dans la négative la vie au quotidien de ces nombreux pays, de nos pays subsahariens. Le ralentissement du tourisme, parce qu'évidemment, en cas de pandémie, tout le monde se cloître chez soi. Nous, on n'est pas encore arrivé là, même si à côté de nous, en Côte d'Ivoire, parce que les cas sont plus préoccupants, on a décidé de l'arrêt des cours dans certains établissements, du confinement dans certaines parties d'Abidjan. Donc le cas est plus grave qu'ailleurs. Donc il n'est pas exclu, nous ne le souhaitons pas, il n'est pas exclu qu'en cas de persistance de cette pandémie, qu'on soit amené à prendre aussi des dispositions allant dans le même sens. Donc quand ralentissement du tourisme, ralentissement des investissements étrangers, simplement parce que lorsque vous êtes dans une période d'incertitude, dans une période de pandémie où vous ne savez pas très bien dans quel sens, vers quelle direction ira l'économie, quand tous les signaux macroéconomiques sont déjà au rouge, simplement parce que quand il n'y a pas de transaction, quand il n'y a pas de flux, l'économie est simplement à l'arrêt. Donc les investisseurs auront tendance à mettre leur bille de côté, simplement parce que l'incertitude est le premier ennemi de tout investisseur, parce que tout investisseur a besoin d'un minimum de garantie, d'assurance et de garantie pour aller mettre ses moyens sur le marché. Vous avez les envois de quelque chose de banal mais très important pour le continent africain, parce que vous savez que depuis quelques années, depuis au moins 15 ans, les premiers investisseurs du continent ne sont pas ceux qu'on croit. Les premiers investisseurs du continent sont les Africains qui sont à l'étranger, parce que les premiers, les flux, les envois d'argent de nos parents qui sont un peu partout dans le monde dépassent grosso modo en volume tout ce qu'on peut chiffrer comme aide extérieure de quelque autre pays. Alors on va forcément vers un ralentissement de ces envois d'argent, simplement parce que si par exemple nous avons une diaspora en France en parlant des Béninois, et si notre diaspora en France ne peut plus travailler comme d'habitude simplement parce qu'ils sont en quarantaine, ils sont confinés chez eux, automatiquement les revenus sont en moins, et donc évidemment par voie de conséquence les envois d'argent, s'ils sont réguliers, s'en trouveront impactés, parce que il faut travailler, produire, gagner de l'argent, mettre une certaine somme de côté pour pouvoir penser à envoyer à ses parents pour quelque autre projet. Et dans ce cas, par exemple, que doit faire un État comme le nôtre, surtout au plan économique, si les transactions baissent, comme vous l'avez expliqué tantôt, si les devises ne rentrent plus, quels sont les mécanismes que doit mettre en place un État dans notre cas actuel pour faire face à cela, surtout au plan économique? C'est déjà ce que nous faisons, c'est éviter que le pays soit totalement à l'arrêt. C'est prendre les dispositions pour que la pandémie, le virus, les voies de transmission, que la pandémie en général soit contenue. Et c'est ce qui justifie qu'un pays comme le nôtre ait provisionné à peu près 7 milliards pour faire face à cette pandémie-là. Donc c'est d'abord arriver à contenir ce mal pour ne pas impacter aussi le flux intérieur. Parce que pour les flux extérieurs, un pays comme le nôtre, même la plupart des pays subsahariens sont plutôt limités dans leur champ d'action. Vous n'allez pas imposer à un investisseur de passer outre cette période d'incertitude et de venir investir chez vous. Vous n'allez pas forcer les routes maritimes et obliger les flux à revenir à la normale, simplement parce que les majors de ce circuit, disons, beaucoup ont déjà mis une partie de leur personnel en congé, on va dire, en congé maladie, en congé forcé, simplement parce que
entre la Chine, entre l'Europe. Aujourd'hui, à midi, l'Europe va se barricader. Évidemment, il y a encore du trafic, simplement parce que les gens doivent manger, les gens doivent se soigner. Aujourd'hui, ce sont ces flux-là qui sont priorisés, qui sont les plus importants. Donc, déjà, les flux à l'externe ne sont pas forcément contrôlables pour un gouvernement comme le nôtre. Mais par contre, ce qui peut se faire à l'intérieur, c'est arriver à contenir la pandémie pour permettre à l'économie en interne de ne pas s'arrêter. Parce que aussi demain, on est forcé, on est obligé d'interdire toute circulation au marché d'Antokpa, il y aura un impact immédiat. Si on est obligé de se mettre en quarantaine, les flux d'approvisionnement habituels seront à l'arrêt. Et là, vous avez un impact direct dans le panier de la ménagère, au-delà des devises qui pourraient ne pas rentrer, au-delà des investissements qui pourraient être à l'arrêt. Tout ça, c'est au conditionnel parce que nous n'en sommes pas encore là. Donc, ça pourrait être ces conséquences-là qui pourraient advenir si la pandémie persiste et s'il y a, on ne le souhaite pas, encore une fois, s'il y a plus de cas que ce que nous avons eu, ce dont nous avons eu vent hier. Donc voilà. Mais avant de continuer, puisque vous avez donné l'exemple du marché d'Antokpa, où se mènent des activités économiques, n'est-ce pas? Alors, imaginons un peu, quel mécanisme on peut mettre en place au niveau de ce marché-là, parce que c'est quand même le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, si j'ai bonne souvenance. Voilà. Le plus grand marché de gros, on va dire. De gros, voilà. Donc, dans le marché d'Antokpa, par jour, il y a quand même des transactions, voilà, des milliers de personnes qui parcourent ce marché-là. Que faire surtout pour que, à ce niveau-là, les activités ne soient pas impactées, du moins les échanges qu'on a au quotidien? Je vais vous répondre en disant que cela va de la responsabilité de tout un chacun. Je pense que tout le monde, chaque adulte a réponse à cette question à la date d'aujourd'hui. Parce qu'on est tous témoins que le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer d'endiguer un peu la progression de cette pandémie. Hier, même si ça a jeté un peu plus de peur dans la cité, l'annonce de ce cas, il faut quand même se réjouir que le dispositif sanitaire ait pu identifier ce cas-là, parce que ça aurait été autrement plus dramatique qu'on ne mette pas, qu'on n'identifie pas ce porteur potentiel, ce porteur, parce que là il faut la période d'incubation pour savoir exactement si si ce sera un malade réel du coronavirus ou pas. Alors donc le dispositif fonctionne. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas plus de cas. Donc si on arrive à identifier les porteurs potentiels de ce virus, ça voudra dire qu'on pourra s'épargner, disons, une quarantaine à grande échelle. Parce que si le cas se duplique, il n'y aura rien d'autre à faire que simplement de se confiner chez soi, comme les grands pays le font, d'interdire les grands rassemblements. Et si on interdit les grands rassemblements, c'est que simplement il n'y aura pas marché. Ce sera aussi simple que ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jour la fermeture du marché d'Antokpa? Parce qu'on ne souhaite pas, mais pour cause de coronavirus. Est-ce que c'est pensable de votre position? Vous savez, pour donner réponse à votre question, le plus grand marché en Europe, c'est le marché de Rungis en France. Ce marché est fermé. Évidemment, parce que il y a interdiction de rassemblement. Donc c'est quelque chose d'évident. La santé des populations passe avant tout intérêt économique. Donc s'il le faut, je ne doute pas que le gouvernement hésiterait à prendre une telle décision, même si on n'en est pas encore là. Voilà. C'est pour vous dire que ailleurs ça s'est déjà fait. Ailleurs, aujourd'hui, que ce soit à Madrid, à Barcelone, à Paris, ainsi de suite, le président Macron l'a annoncé hier, ce sera plus corsé, ce sera sanctionné si les citoyens passent outre, parce que aujourd'hui il s'agit d'une pandémie, il s'agit de la vie des uns et des autres, et la responsabilité individuelle
impacte directement, parce que si vous ne vous protégez pas, ce n'est pas seulement vous-même que vous mettez en danger, mais vous mettez aussi les autres en danger. Donc c'est une double responsabilité. Donc et ça c'est un message qu'on doit encore marteler, simplement parce que si nous n'arrivons pas à contenir cette pandémie, encore une fois, nous n'en sommes pas encore là. Si nous n'arrivons pas à le contenir chez nous, obligatoirement que ça aura des impacts, et on ne pensons même pas encore au marché, ne serait-ce que les écoles. Quelles que soient les dispositions que vous prenez, vous ne pourrez pas garder les maternelles ouvertes, par exemple, les écoles primaires ouvertes, parce que c'est très difficile d'expliquer aux enfants, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Donc automatiquement, vous êtes obligé de les parquer à la maison. Donc encore une fois, notre consultant le rappelait hier, c'est avant tout une affaire de responsabilité individuelle. L'État mettra le dispositif en place. Il y a énormément de choses qui sont déjà mises en place, mais aujourd'hui, ce sont les adultes que nous sommes qui ont affaire à prendre les bonnes habitudes, à agir de la bonne des manières pour pouvoir nous épargner de ce cataclysme, je ne dirais pas apocalypse, de ce cataclysme potentiel, parce que si un pays comme le nôtre est à l'arrêt, ça pourrait être vraiment très difficile à gérer, simplement parce que nous n'avons pas les mêmes soupapes de sécurité, les mêmes soupapes sanitaires que ces grands pays-là, qui sont déjà, nous le voyons sous nos yeux, débordés. Il y a des pays, un pays comme l'Italie, on peut dire que l'Italie est débordée, on peut dire que l'Espagne est débordée, que la France est en train de essaye de se débattre. Donc, obligatoirement, si nous avons plus d'un cas, 2 cas, 3 cas, le gouvernement sera obligé de prendre des dispositions qui vont impacter directement la vie, notre vie au quotidien, et mettre à l'arrêt beaucoup de projets, asphaltage, ainsi de suite. J'imagine que ce serait un peu compliqué. Ce serait un peu compliqué, simplement parce que il faudra empêcher coûte que coûte que les gens ne se rassemblent. Les rassemblements, les contacts non nécessaires seront réduits au grand maximum. Donc encore une fois, il y va de la responsabilité individuelle que nous n'arrivions pas là, simplement parce que ça aura un impact dévastateur, que ce soit pour les flux financiers, les transactions. Si vous n'êtes plus capable d'aller au marché, vous aurez du mal à vous substanter, simplement parce que ce sera un peu plus difficile d'avoir accès aux produits de première nécessité. Mais l'heure n'est pas à la panique, mais plutôt à la vigilance et à la maîtrise de soi. C'est ça. Mais parlons des transactions, pour sortir de ces échanges, les transactions économiques et financières notamment. Est-ce que François-Xavier Noumon, vous ne pensez pas qu'il faille aujourd'hui mettre beaucoup plus l'accent sur les transactions numériques, je veux dire les transactions d'argent par exemple, pour payer dans les marchés, voilà. Puisque au marché d'Antokpa, c'est du main à main qu'on fait. Quand on prend un produit, on remet l'argent. Est-ce que ça, ce n'est pas un moyen aussi de Oui, évidemment, cela se fait déjà. Évidemment, cela se fait déjà pour les services qui le permettront. Évidemment, on utilisera ces moyens-là de paiement pour pouvoir essayer de juguler quelques blocages éventuels. Mais ce qui est difficile et ce qui est préjudiciable, ce sont les chefs d'entreprise qui sont amenés chaque jour à faire des actes d'achat, à faire des investissements. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, en période d'incertitude, on n'investit pas. En période d'incertitude, on garde son argent au frais. En période d'incertitude, on ne prend pas de risques. Voyez. Et c'est la plus grande crainte. Parce que si les acteurs économiques en arrivent à ne pas prendre de risques, à ne pas mettre leurs moyens sur le marché, parce que c'est un flux, l'économie c'est un flux, et si une partie des acteurs se résout pour quelque ou quelle autre raison à ne pas être acteur à plein temps et de ce processus, c'est que le processus est à l'arrêt. Donc ce ne sont pas forcément ces transactions-là qui seront mises en cause, c'est ceux qui font fonctionner le système. C'est la femme de Dantokpa qui importe de Chine
qui peut-être face à la situation, puisqu'elle ne peut plus se déplacer, puisque peut-être son partenaire a des difficultés dans tout ce qui est logistique, et puisque la ville est bloquée là-bas, aura simplement à reporter son acte d'achat. Et ça a une conséquence directe non seulement sur son commerce à elle. Elle a forcément des employés sur son activité, et vous pouvez dupliquer ces cas-là par centaines et par milliers. Et ça a un impact économique direct sur l'économie, sur l'économie en général. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si les acteurs économiques principaux de la place renoncent à leurs actes de commerce habituels, c'est ce que tout le monde redoute, et pas seulement au Bénin, c'est ce que tout le monde redoute à l'échelle planétaire, et c'est ce qui a fait que la Commission économique africaine prend les devants, qui prend sa calculatrice, fait ses calculs, essaie de se projeter pour voir un peu quel peut être l'impact de cette pandémie, si évidemment les cas se poursuivent, même si à la date d'aujourd'hui l'Afrique est quelque peu protégée. On est à 362 cas alors qu'on est à des dizaines de milliers de cas à l'échelle planétaire. C'est ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon. C'est moi qui vous remercie. Et le thème, c'est assez intéressant. Coronavirus, ralentissement de la croissance économique. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pu retenir l'essentiel de ces échanges.